Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence du cycle composé donc de 4 séquences. Vous pouvez trouver à l'entrée de la salle donc, le programme bien reconnaissable avec ses couleurs bleues et jaunes. Donc, vous l'avez compris, ce cycle est pour nous, pour l'Université de Strasbourg, pour la Faculté des langues, pour le département d'études slaves, c'est déjà dans un premier temps un des moyens de dire notre solidarité avec l'Ukraine et son peuple qui subissent une guerre et une agression de la Russie en ce moment. Donc ça nous semblait, évidemment, c'est juste un moyen parmi tant d'autres, une façon parmi tant d'autres d'exprimer notre solidarité. Nous avons essayé de le faire dans un premier temps et de différentes façons. Il faut dire que l'Université de Strasbourg a réagi très très vite en organisant une collecte, en disant sa position. C'était aussi très important. C'était important sans doute pour l'Ukraine et les Ukrainiens, mais aussi, je pense, pour nos étudiants qui viennent un peu de partout. Cela a été fait. Il nous a semblé, dans un premier temps, que on ne pouvait pas, on ne devait pas proposer tout de suite des réflexions plutôt universitaires, tant on était dans la sidération, la révolte, l'indignation. Maintenant, malheureusement, la guerre dure déjà depuis 2 mois. La sidération n'est pas passée, mais nous considérons, donc, à l'Université de Strasbourg, que c'est aussi notre rôle que de contribuer à informer le public le plus large, le public d'étudiants, de citoyens, d'habitants de Strasbourg. Et c'est ce qu'on essaie de faire à une échelle toute modeste en proposant ce cycle. Donc, il est composé de 4 rencontres. La première et la dernière sont consacrées à des sujets, je dirais, peut-être plus classiques. Donc, ces 2 rencontres sont surtout dans la démarche d'information et de transmission de savoir, qui est bien sûr notre rôle ici. Et je suis vraiment très reconnaissante à Thomas Chopard, que je présenterai tout à l'heure, d'avoir accepté d'y contribuer avec une conférence sur l'histoire de l'Ukraine, histoire mal connue, qu'on aurait vraiment aimé faire connaître au public français dans d'autres circonstances, mais voilà. Et puis donc il y aura un pendant en quelque sorte à cette conférence-là à la fin du cycle. Ce sera le 11 mai, donc un mercredi, et ce sera un peu plus tôt que les autres. Ça se tiendra à 17h, donc tout est indiqué sur le programme. Donc cette dernière conférence, elle portera sur la littérature, la langue, la culture ukrainienne. Donc c'est un pendant à cette séquence-là qui est historique. Et puis, au milieu, on aura 2 autres tables rondes. Dans une semaine, le 4 mai, ici, dans cette même salle, au même horaire, on aura une table ronde qui permettra de montrer comment les médias français, européens, travaillent sur le terrain ukrainien, qui est un terrain de guerre. Et donc, nous accueillerons 2 journalistes qui ont déjà passé plusieurs jours ou semaines, ils l'expliqueront, et donc qui nous parleront de la façon dont cette information est recherchée et produite dans des conditions absolument exceptionnelles qui sont celles d'une guerre. Et ce débat sera animé par le directeur du centre de formation en journalisme de Strasbourg, donc le QEJ. Et puis, il y aura aussi une sorte de pendant, mais pas tout à fait, à cette séquence consacrée à l'information et les médias en guerre. Cette autre séquence portera le 10 mai, donc c'est un mardi, le 10 mai, sur l'information en Russie, puisque c'est une des questions que tout le monde se pose en ce moment, c'est mais que pensent les Russes de la guerre ?
Donc il est très difficile de répondre de façon simple à cette question, il est impossible d'y répondre. Mais je pense qu'avant de dire que pensent les Russes, il faut déjà commencer par expliquer ce qu'ils savent ou ce qu'ils peuvent savoir. Donc on parlera avec une journaliste russe et une spécialiste des médias en Russie. On parlera avec elle des médias russes, de l'information disponible ou pas, et on essaiera aussi d'aborder cette question extrêmement complexe de l'opinion publique russe dans une société, dans un régime qui est un régime plus qu'autoritaire. On se demande s'il ne va pas vers un régime totalitaire. Et donc, que peut-on penser et comment peut-on aussi exprimer son opinion dans ces conditions-là? Voilà, donc j'ai présenté rapidement le cycle entier. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, à toutes ces 4 séquences. Vous aurez à chaque fois la possibilité de poser des questions. Donc, on prévoit là 45 minutes à peu près d'intervention de Thomas Chopard, puis un échange avec la salle. Et je présente maintenant donc, Thomas Chopard, qui est un jeune historien français, qui est spécialiste de l'Ukraine, qui a soutenu une thèse sur l'histoire qui correspond à la période de la Révolution et de la guerre civile en Ukraine. Donc c'est un des rares spécialistes français à travailler sur cet espace-là. Il a aussi publié un livre en 2015 chez Vendémiaire qui s'intitule « Le martyr de Kiev ». Donc c'est une histoire de la ville de Kiev justement en 1919, donc en pleine guerre civile, révolution, conflit entre la Russie bolchevique et l'Ukraine qui cherche à construire son État, son indépendance. Donc on est déjà dans l'histoire de l'Ukraine et on est déjà aussi dans ce qui permet ensuite des falsifications et des manipulations. Voilà, donc je suis heureuse de laisser la parole à Thomas pour donc une conférence de 45 minutes environ. Merci. Merci beaucoup, Emilia. Merci aussi beaucoup pour cette invitation et merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir. C'est vrai qu'Emilia l'a évoqué. Je travaillais à la base sur un petit sujet qui n'intéressait pas grand monde pendant longtemps. C'est vrai que ça fait étrange d'être comme ça propulsé un peu à la une des informations. Et surtout, je pense que ce que je souhaiterais faire ce soir avec vous, c'est aussi essayer de voir, de réfléchir à comment les événements récents participent aussi d'une forme de contrainte qui nous force à repenser nos objets, repenser nos approches, repenser l'approche de ce pays-là en particulier, mais plus généralement, je pense, en réalité, des pays post-soviétiques et des pays d'Europe orientale, de l'ancien bloc de l'Est. Et au fond, aujourd'hui, j'aimerais pas du tout vous faire un grand panorama de l'histoire de l'Ukraine, puisque en l'espace de 45 minutes, retracer à peu près 5000 ans d'histoire. Les premières occupations dans la région du Dniepr remontent à moins 3500 avant Jésus-Christ, donc bon, ça serait compliqué de retracer tout ça, mais plutôt d'essayer d'isoler un certain nombre de séquences particulières, et surtout un certain nombre de problèmes, au fond, qui est venu notamment soulever un historien amateur, Vladimir Poutine, dans un certain nombre d'interventions qui ont précédé l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais au fond qui participent plus généralement, disons, d'un discours sur l'histoire qui, je pense qu'il faut le dire comme c'est, relève d'une forme de falsification et d'une légitimation des agressions. Ça a été déjà le cas, au fond, ces dernières années, mais qu'on pense aussi à la Géorgie, au Bélarus ou plus récemment à l'Ukraine. On est dans un discours qui a arrêté d'être un discours officiel de récit national pour basculer dans la falsification et le roman, un roman qui vient légitimer, donc, comme j'ai dit, une agression. Je vous ai mis notamment, donc, pour commencer, une de ces citations, qui est un discours qui vraiment précède de quelques jours l'entrée en guerre contre l'Ukraine. Et je pense que ce discours est assez représentatif d'un certain nombre de choses, de problèmes qui sont aujourd'hui posés à l'histoire et par l'histoire. Mais ce que j'aimerais souligner d'emblée, c'est que cette histoire de l'Ukraine qui est évoquée ici dans cette citation de Poutine, elle est déjà un sujet chaud, y compris en Ukraine et y compris en Europe orientale, depuis plusieurs années. On est dans des sociétés, encore que certains débats avec des polémistes de droite radicale faisant aux alentours de 7% ont quand même remis en avant cette question
du roman national et d'un usage très politique de l'histoire en France, mais on peut quand même concéder, je pense, qu'on est dans des sociétés assez pacifiées en ce qui concerne leur rapport à l'histoire. Or, vraiment, en Ukraine, on est dans un pays, et aussi en Pologne notamment, ou dans les pays baltes, on est dans des pays où l'histoire est vraiment à la première page des journaux et occupe une place très importante dans les discours politiques, et notamment dans les discours de légitimation politique. Et dans le cas de l'Ukraine, si vous pensez un certain nombre, notamment à des lois mémorielles qui ont pu être votées aux alentours de 2014 suite à la révolution du Maïdan, on voit bien que l'histoire ukrainienne et l'histoire en Ukraine étaient déjà, comme j'ai dit, un sujet chaud, avant même que Poutine ne nous offre ces leçons. Ces leçons, quelles sont-elles? Au fond, je pense qu'à travers ces extraits d'un discours qui est assez long et assez pesant, je vous invite à le lire, il a été traduit en français, vous pourrez le trouver notamment sur Internet, je pense que ce discours, il vient souligner différentes choses, différents éléments. La première, c'est la question de l'origine, puisque, comme vous le voyez, au début de son intervention, Poutine évoque les temps anciens ou les habitants des terres historiques du sud-ouest de l'ancienne Russie. Bon, cette question des origines et donc du berceau d'un État ukrainien ou d'un État russe renvoie à la première séquence que je souhaiterais aborder, c'est celle de la Rousse de Kiev, sur laquelle je reviendrai très rapidement. Mais très rapidement, Poutine, au fond, dévie son discours vers trois questions essentielles. La question des limites géographiques de l'Ukraine, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'Ukraine est un pays? Ce qui est une question qui a été posée par l'historiographie la plus savante au début des années 90, qui était de savoir est-ce que l'Ukraine est un pays, est-ce que l'Ukraine a une histoire en tant que telle? Ce qui était vraiment une question qu'on n'aurait pas l'idée de se poser en France, mais qu'on a posée très sérieusement en Ukraine. La question donc des limites géographiques, la question aussi au fond de l'inclusion de l'Ukraine dans des espaces plus généraux, plus larges. Et évidemment, notamment à travers cette citation, vous voyez que c'est l'inclusion de l'Ukraine dans le grand espace soviétique qui se pose, et qui s'est posée donc évidemment au XXe siècle. Quatrième question, qui n'est pas dans la citation que j'ai isolée là, mais qu'on voit revenir notamment avec cette question de la dénazification qui est ressassée en permanence, notamment par les médias russes, c'est évidemment la question de la Seconde Guerre mondiale et d'un passé qui ne passe pas très nettement lorsqu'on parle de l'Ukraine et de la Seconde Guerre mondiale. 4 séquences donc, sur lesquelles j'essaierai d'aller assez vite, puisque voilà, j'ai déjà mis 10 minutes à vous introduire le sujet. Je pense qu'au fond, une dernière fois, ce que j'aimerais souligner, c'est que ces différentes attaques, notamment contre la méthode historique, contraignent aussi à penser et à clarifier nos outils. Je pense à nous historiens, je pense que voilà, après la sidération vient le temps d'une forme d'autocritique. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment clarifié, notamment, je pense, y compris aux collègues ukrainiens, qui ont parfois, depuis 30 ans et depuis l'indépendance, produit une forme de récit qu'on pourrait qualifier quasiment de national, voire de nationaliste. Or, je pense que l'agression récente va les contraindre, et nous contraindre en tant que communauté scientifique internationale, à repenser aussi notre façon d'appréhender l'histoire de l'Ukraine. Et ce soir, je vais être un peu un rabat-joie au fond par rapport à cette historiographie générale qui tend à présenter une grande généalogie assez glorieuse de l'Ukraine depuis au moins 1000 ans. Mais ce que j'aimerais aussi, ce avec quoi vous sortiez ce soir, c'est au fond un peu moins d'images d'Épinal et peut-être un certain nombre de points critiques sur la façon d'aborder l'histoire de cette région. Bon, on va commencer par le commencement d'une certaine façon. C'est-à-dire, alors j'espère que vous voyez à peu près les cartes, puisque je vais beaucoup me baser sur des cartes ce soir, et notamment sur cette carte donc, de la Rousse de Kiev, qui est vraiment l'élément qui est repris en permanence dans les discours historiques ou à prétention historique, y compris par Poutine lui-même, qui évoquait donc ces origines glorieuses de la Rousse de Kiev. En quelques mots, qu'est-ce que la Rousse de Kiev? C'est une principauté centrée autour de la ville de Kiev, comme l'indique son nom, principauté qui va, disons, confédérer autour d'elle une forme de zone d'influence que vous voyez là en rouge sur la carte. Zone d'influence donc qui s'étend des régions de Russie septentrionale et notamment de la grande ville-État de Novgorod, mais qui s'étend aussi sur, disons, la grande plaine d'Ukraine, en Ukraine centrale actuelle. Donc, un État, ou en tout cas un proto-État, qui a des dimensions d'un grand État européen, tel qu'on peut les connaître aujourd'hui. C'est pour cette raison que, généralement, cette Rousse de Kiev, qui a essentiellement, disons, rayonné aux alentours de l'an 1000, jusqu'à être défaite par les invasions mongoles aux alentours de 1237-1240, cette Rousse de Kiev, au fond, ne correspond pas du tout, lorsqu'on analyse de près, à un État tel qu'on l'entend dans un sens moderne.
Et au fond, c'est un anachronisme complet que de la rabattre sur un État tel qu'on le comprend aujourd'hui. Évidemment, les historiens de la France, par exemple, ont déconstruit depuis bien longtemps cette idée de présenter le royaume de France comme une espèce de préfiguration de l'État-nation France tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est malheureusement pas encore le cas pour cette Rousse de Kiev, qui est pourtant une série, au fond, de cités-États, de petites principautés qui sont coalisées mais qui ne sont pas unifiées sous une même bannière et surtout qui ne sont pas unifiées sous un même gouvernement. Elles sont unifiées par une chose principale, c'est au fond des mariages entre les différentes cités et entre les différentes principautés, qui au fond viennent les tenir les unes aux autres dans une forme de codépendance, mais qui ne les tiennent pas dans une forme de gouvernement général. Par contre, ce que cette principauté de Kiev vient souligner, c'est la création d'une forme d'aire, disons, géographique, interconnectée. Si vous le voyez là, vous avez la ville de Kiev là, qui est vraiment dans le centre, mais surtout ce que vous voyez en rouge, qui traverse de part en part cette principauté, c'est un certain nombre de routes commerciales. Et au fond, ce qui va caractériser l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui, au fond, c'est d'être au carrefour de différentes zones commerciales et différentes zones de contact. Une route commerciale qui va du nord au sud, essentiellement donc de la Baltique jusqu'à la mer Noire, et donc au fond qui ouvre sur la Méditerranée, mais aussi des routes commerciales qui vont d'est en ouest. C'est-à-dire que, pour le dire avec anachronisme dans les termes d'aujourd'hui, c'est au nord un certain nombre d'États baltes, au sud la Méditerranée, et donc disons la Turquie actuelle, même si évidemment les Turcs ne sont pas encore là aux alentours de l'an 1000, à l'ouest la Pologne et la Lituanie, et à l'est la Russie. Et au fond, c'est peut-être s'il devait y avoir une seule définition de l'histoire de l'Ukraine, c'est celle d'être au carrefour de ces différentes influences, mais aussi de les tenir liées ensemble par un certain nombre de routes commerciales, la principale étant, traversant de part en part l'Ukraine du nord au sud, le Dniepr, son grand fleuve qui traverse Kiev, qui est non seulement le symbole vraiment du pays, mais en plus, évidemment, un atout commercial essentiel jusque quasiment au XXe siècle, puisque, y compris les chantiers navals du Sud, ont été une des industries florissantes de l'Ukraine au XXe siècle. Donc, cette Rousse de Kiev, je vous l'ai dit, ne peut pas s'analyser, en tout cas ne peut pas se présenter comme un État au sens moderne où on peut le voir. Elle va pourtant être récupérée par trois récits, disons, concurrents, qu'on peut retrouver dès le XIXe siècle, notamment sous la plume des grands historiens romantiques qui vont essayer de créer, dans des grandes histoires universelles, comme on les appelle, des généalogies glorieuses, que ce soit à l'Ukraine, qui n'existe pas puisqu'elle est au XIXe siècle dans l'Empire russe, mais aussi à la Russie elle-même, puisque que ce soit les Russes ou les Ukrainiens vont se présenter comme les héritiers de cette Rousse de Kiev, en tirant une forme de continuité, totalement factice, évidemment, mais de continuité entre cette cité-État, cette principauté de l'an 1000, et l'Empire russe d'un côté et le peuple ukrainien de l'autre. Cette forme de récit un peu glorieux, il a toujours cours aujourd'hui, notamment sous la figure principale de la Rousse de Kiev, qui est le prince Volodymyr, dit Saint Vladimir, ou Saint Volodymyr, selon Vladimir en russe, Volodymyr en ukrainien, selon que vous soyez de part et d'autre, mais puisque ce prince a aussi opté en 988 pour l'orthodoxie, pour la totalité de la principauté de Kiev. Donc pourquoi trois récits concurrents? Puisque vous avez donc un premier récit, disons, nationaliste ukrainien, qui présente un proto-État ukrainien malgré la domination russe. Un autre récit nationaliste russe, disons, et grand russe prenant sous son aile les différents petits frères, et notamment ukrainiens ou biélorusses. Et un troisième récit qui est celui de faire de la Rousse de Kiev le berceau de l'orthodoxie des Slaves. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la ville de Kiev, et notamment le monastère de la Laure des Grottes, est un lieu de pèlerinage extrêmement important de l'orthodoxie des Slaves. Et la Rousse de Kiev serait la préfiguration donc d'un État qui aurait quand même des prétentions extrêmement larges à orthodoxiser et évangéliser sous l'orthodoxie les Slaves de l'Est. Sachant tout de même que le discours nationaliste russe et le discours du berceau de l'orthodoxie slave ont eu une fâcheuse tendance à marcher main dans la main. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on lit les interventions du patriarche de Moscou sur l'histoire ukrainienne, on est dans une forme de parallèle entre un discours nationaliste russe et un discours de l'orthodoxie slave, même si, notamment au XIXe siècle, en réalité, la tentative de séculariser le discours du berceau de l'orthodoxie en présentant un discours nationaliste russe a été très mal reçue par cette historiographie religieuse, disons, ou ecclésiastique. Et ce que vous voyez, pour en finir
avec cette diapo. Ce que vous voyez notamment donc, sur la gauche, c'est d'une part, en haut à gauche, le billet d'une hryvnia ukrainienne, donc la monnaie ukrainienne, le billet de 1 étant vraiment la petite caillasse que vous avez au fond de la poche, qui présente le portrait de Saint Volodymyr comme vraiment père fondateur d'un État ukrainien, mais juste en dessous, une des grandes statues que vous pourrez trouver à Moscou, qui est celle de Saint Vladimir, qui est donc revendiquée des deux côtés, sans aucun problème. Pourtant, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que se légitimer par cet État aux alentours de l'an 1000, c'est aussi normalement, ce devrait être aussi de prendre en compte le moment où il se désagrège. Étonnamment, que ce soit le discours ukrainien nationaliste ou le discours ukrainien russe ne prennent pas en compte cette fin de la période de la principauté de Kiev aux alentours de 1200, où, en raison, puisque là, vous voyez, vous avez l'impression de voir un grand espace plus ou moins unifié, mais en raison des règles de succession que je vous épargne, parce que je les ai moi-même pas encore comprises, qui privilégient plus ou moins tous les enfants, y compris pas avec des mariages compliqués, vont aboutir très rapidement, en réalité, aux alentours de 1050 et définitivement en 1200, à un morcellement complet de cette principauté de Kiev qui finalement n'aura eu que 100 ans de plus ou moins grande unité, ou en tout cas d'unification. Ce morcellement, il va aboutir notamment avec la chute de Kiev en 1240 sous les assauts des invasions mongoles, comme on les appelle, à la partition qu'on retrouvera jusqu'au XVIIIe siècle entre une Ukraine de la rive occidentale du Dniepr, qui va basculer sous domination polonaise et lituanienne assez rapidement, et une Ukraine de la rive orientale du Dniepr, qui va basculer dans un premier temps sous domination mongole, puis dans un deuxième temps sous domination russe. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui était à ce moment-là un carrefour qui liait différents espaces les uns avec les autres va devenir une zone au contraire de séparation. Séparation qui n'est pas nette, on est avant l'existence de frontières qui seraient des frontières marquées, que vous pouvez connaître ici typiquement, marquées d'un poteau et d'une ligne blanche. On est sur des zones frontières, donc des zones de contact, mais qui sont malgré tout des zones d'opposition entre différents pouvoirs, notamment donc entre le pouvoir russe et le pouvoir polonais. Affrontement qui va s'achever notamment au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle les grands partages de Pologne qui vont aboutir à l'inclusion de la quasi-totalité de ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui sous domination russe. Mais cette inclusion, cette domination russe, elle n'intervient finalement que très tard, à la fin du XVIIIe siècle, en 1795, avec le dernier morcellement de la Pologne. C'est aussi du fait de cette région de contact, et je l'inclus parce que Emilia m'a dit qu'il fallait l'inclure délibérément ce soir, c'est en raison du fait que cette région de contact est finalement assez peu administrée par deux empires qui se frottent plus qu'ils ne s'affrontent ouvertement, que va apparaître une population assez singulière qui a été vouée à une forme de popularité, qui est celle des Cosaques. Les Cosaques, il faut alors, là encore une fois, je vais essayer de sortir du côté de l'image d'Épinal d'un peuple libre et fier avec un cheval et un sabre. Ce sont essentiellement une population qui se caractérise par deux traits. Le fait, c'est d'être des paysans libres, non assujettis directement à un seigneur. Ce qui, dans une Europe féodale, et une Europe, le servage sera aboli en 1861 en Russie, est évidemment un trait essentiel pour une population qui est essentiellement paysanne. Évidemment, ce ne sont pas des guerriers qui passent leur temps à guerroyer dans ces régions frontières de l'Ukraine, ce sont essentiellement des paysans qui ont néanmoins effectivement le droit de prendre les armes, et notamment de prendre les armes pour repousser un certain nombre d'invasions qui peuvent venir par le sud, par la Crimée, qui est aux mains des Tatars, donc des descendants politiques des Mongols, jusqu'au XVIIIe siècle, mais aussi, selon leurs allégeances, soit avec la Pologne, soit avec la Russie, les tentatives de pousser des Polonais ou des Russes, selon des alliances finalement qui sont assez pragmatiques et qui vont essayer de maintenir une forme de balance entre les différentes influences et les différents pouvoirs, jusqu'à ce que finalement les Cosaques soient écrasés au tout début du XVIIIe siècle, et que même la catégorie même de Cosaques soit, dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, interdite par Catherine II, donc à la toute fin du XVIIIe siècle. Donc au fond, ce rôle d'intermédiaire, ils ne peuvent plus le jouer à partir du moment où notamment l'Empire russe entreprend de repousser ses frontières jusqu'à la mer Noire et d'une certaine façon de maîtriser plus directement des territoires qui jusque-là étaient au contraire des territoires de passage, de transition, des zones frontières à prendre vraiment dans un sens très large. Ce
qui m'amène vraiment, mais extrêmement vite, et je vous prie de m'en excuser, au XXe siècle, puisque une des grandes questions, enfin un des grands problèmes avec beaucoup de guillemets qui était posé par Poutine et qui a été posé pendant longtemps à l'Ukraine, c'est celle de ses limites géographiques et au fond de son existence comme entité politique. L'Ukraine, jusqu'en 1917, n'a aucune existence politique. Elle est au mieux un projet politique pour des nationalistes ukrainiens, mais elle est incorporée à un empire russe qui ne lui reconnaît aucune particularité, qui notamment refuse que l'administration travaille en ukrainien, qui refuse que l'ukrainien soit imprimé notamment pour la littérature, qui au fond relègue notamment les populations ukrainiennes et ukrainophones à un deuxième, voire un troisième rang de l'Empire. Donc cette question de l'existence même d'un État ukrainien, elle va se poser avec la révolution de 1917, avec l'effondrement de l'Empire et avec notamment les poussées autonomistes et indépendantistes dans tout l'ancien empire russe, et notamment en Ukraine, mais pas uniquement en Ukraine. C'est en 1918 que la Pologne recouvre, avec beaucoup de guillemets, son indépendance. C'est en 1918 que la Finlande devient indépendante aussi. De même pour les États baltes, vous avez tout un mouvement général de sécession de l'ancien empire russe, dont l'Ukraine participe. Mais l'Ukraine, en 1917, ne va pas trouver son indépendance, sinon de façon extrêmement brève, pendant la période révolutionnaire, et va être incorporée très tôt au projet soviétique, et notamment à partir de 1922 à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut souligner lorsqu'on évoque cette période de 1917, c'est que l'Ukraine s'impose malgré tout comme un espace politique particulier. Ça se voit très nettement pendant l'année 1917, où on passe d'un moment où ce territoire, qui correspond plus ou moins à l'Ukraine actuelle, trouve en tout cas un certain nombre de limites. Limites qui sont discutées, débattues, voire contestées, mais malgré tout, pour tous les acteurs politiques, et je pense que c'est ça le point important, l'Ukraine est quelque chose qui existe. Et notamment l'institution politique qui vient recouvrir de son autorité une partie de ce territoire-là, qui est la Rada, donc le Conseil, qui est constitué en 1917, voit converger la plupart des textes, proclamations politiques, courriers, correspondances, de façon d'ailleurs assez spontanée de la part des acteurs politiques, y compris d'ailleurs ses ennemis politiques, nationalistes russes ou socialistes radicaux, dont les bolcheviks, qui contestent l'existence même de ce Conseil, de cette Rada, lui écrivent directement et actent le fait que l'Ukraine est devenue un espace politique singulier. Et c'est notamment le cas des bolcheviks. Et je souhaiterais me concentrer sur ce point assez rapidement. C'est que très tôt, les militants bolcheviks actifs en Ukraine vont essayer de proposer un projet concurrent au projet d'une république ukrainienne indépendante, et vont essayer de constituer, dès la fin de 1917 et de façon formelle en 1918, une république soviétique d'Ukraine, qui est la deuxième république soviétique de l'histoire, après la russe, évidemment créée suite à la prise de pouvoir par les bolcheviks et leurs alliés en octobre 1917, mais très rapidement après, une république ukrainienne semblable, formellement indépendante, mais de fait en lien très très étroit avec la république russe soviétique, une Ukraine indépendante soviétique essaye de contester cette Ukraine indépendante proclamée en 1917. C'est-à-dire que ça va être la particularité, me semble-t-il, de l'histoire de l'Ukraine au XXe siècle que d'être prise dans une forme de tension permanente entre, d'une part, la reconnaissance d'une forme de particularisme local, notamment du particularisme de sa langue, du particularisme de sa culture, notamment de sa littérature. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet puisqu'il sera repris dans quelques semaines, mais voilà, toute une culture qui est quand même bien identifiée comme étant une culture particulière, et en même temps son inclusion, en dépit de ce particularisme, dans un projet plus large qu'est le projet soviétique, des républiques soviétiques et de leur union. Et selon des gradients différents, évidemment, pendant les différents temps de la période soviétique, avec, dans un premier temps, une reconnaissance très forte du particularisme dans les années 20, un écrasement total du particularisme ukrainien et des politiques de reconnaissance culturelle dans les années 30 et sous Staline de façon générale, et dans un dernier temps, une nouvelle reconnaissance, si je puis dire, d'une forme de particularisme, et avec même des formes d'autonomie concédées à la République soviétique ukrainienne dans ce grand cadre soviétique, notamment dans les années 60 et 70. Donc on a une forme de balancement, une forme de tension qui n'est jamais résolue, et je pense sur laquelle il est important d'insister, entre ce projet bolchevique soviétique ukrainien et le projet soviétique plus général. Et c'est
et c'est le point sur lequel j'aimerais insister aussi, c'est que ce projet, il vient bien de militants bolcheviques ukrainiens et de leurs alliés, notamment dans les courants socialistes proches, ukrainiens eux aussi, et implantés en Ukraine. C'est-à-dire que pendant longtemps, le parti bolchevique a loin d'être été monolithique sur ces questions, même s'il a fini par prendre un cours, notamment sur Staline, assez brutal et pour le coup assez monolithique. Mais avant la Révolution et pendant la période révolutionnaire, l'Ukraine devient vraiment le foisonnement de différents projets politiques plus ou moins concurrents, notamment dans ce cadre-là. Se pose tout de même la question des limites précises de cet espace politique Ukraine que tout le monde identifie. Or, pour le coup, la question des frontières précises du pays ne sera jamais vraiment résolue jusqu'en 1991. Vous avez sur cette carte, et j'espère que c'est à peu près lisible, les différentes frontières qui ont pu bouger de l'Ukraine au XXe siècle. Donc vous avez la partie quasiment la plus large qui représente l'Ukraine dans ses frontières actuelles, mais la partie qui est en jaune clair que vous voyez au centre correspond à la République socialiste soviétique d'Ukraine telle que proclamée en 1918-19 et incluse dans l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1922, donc qui correspond quand même à une très large portion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Mais vous voyez quand même que, notamment l'Ukraine occidentale, qui appartenait jusqu'en 1918 à l'Empire austro-hongrois, est incluse à la République polonaise, qui est proclamée indépendante en 1918. La Crimée, jusque dans les années 50, ne fait pas partie de l'Ukraine, mais est une république autonome au sein de la République russe. Et vous avez aussi tout un tas de petites régions, alors qui correspondent essentiellement aux régions proches de la Moldavie et qui sont en fait des régions proches des Carpates, qui ont été soit à la Tchécoslovaquie pendant l'entre-deux-guerres, soit à la Roumanie. Vous avez aussi la région tout au sud du delta du Danube, qui est aujourd'hui en Ukraine, qui appartenait pendant longtemps à la Roumanie pendant l'entre-deux-guerres. Mais l'autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est que vous voyez aussi qu'à l'est, ces frontières bougent. On pense évidemment à ces frontières occidentales qui sont peut-être les plus saillantes, notamment en termes de conflits, et j'y reviendrai pendant la Seconde Guerre mondiale, mais y compris à l'est, si vous voyez totalement à droite, hachuré en vert, vous avez des régions qui étaient jusqu'en 1925 incluses dans l'Ukraine soviétique et qui vont être cédées à la Russie soviétique pour des questions essentiellement de balance de pouvoirs locaux que je vous épargne. Mais vous voyez, avec une forme aussi de frontières qui n'ont cessé de bouger pendant tout le XXe siècle, d'être discutées, négociées entre les différents acteurs politiques pour arriver à cette Ukraine actuelle sous sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui d'envisager l'Ukraine comme une forme, y compris aujourd'hui, comme la superposition d'un peuple et d'un territoire. C'est-à-dire que, pour en revenir à ma question de comment la situation actuelle nous force d'une certaine façon à repenser nos outils historiographiques et historiques, c'est que ce qu'on appelle souvent le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire cette idée d'essayer de faire l'histoire d'un peuple dans un territoire donné est parfaitement impossible dans le cadre de l'Ukraine. Puisque ce territoire n'a aucune consistance stable, même s'il est identifié à peu près par tout le monde comme recouvrant à peu près ces régions-là. Mais la question de la précision, évidemment, est sujette à discussion pendant toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, l'annexion de la Crimée il y a 8 ans, et plus encore les tentatives d'annexion actuellement dans l'Est, reposent de façon critique cette question de la négociation, ou en tout cas, bon, actuellement on n'est pas dans la négociation, mais en tout cas de la reconfiguration des frontières de l'Ukraine. Autre point, c'est que non seulement il n'y a pas de superposition entre un peuple et un territoire, puisque le territoire bouge, mais la question même de la population qui peuple ce territoire-là doit se poser. Et notamment, dans les discours actuels, et y compris d'ailleurs en Ukraine, on entend beaucoup une histoire qui est centrée sur le peuple ukrainien. Et la question est de savoir ce que recouvre cette notion même de peuple ukrainien. Or, pour notamment une forme d'historiographie nationaliste, le peuple ukrainien, c'est celui qui correspond à ce qui a été longtemps catégorisé comme une nationalité ukrainienne en Ukraine. C'est-à-dire que pendant toute la période impériale et la période soviétique, les populations étaient catégorisées en nationalités, c'est-à-dire en forme d'appartenance ethnique sanctionnée par l'administration, et qui était notamment un levier très important dans l'administration de ces populations. C'est-à-dire qu'on distingue, contrairement à la France, la nationalité, l'appartenance ethnique, de la citoyenneté, l'appartenance à un État. On était donc citoyens soviétiques de nationalité ukrainienne, russe, kazakh, allemande, juive, ces populations étant des nationalités aussi soviétiques. Or, si on pense à ce peuple ukrainien, il y a une chose essentielle, me semble-t-il, qu'il faut comprendre si on veut faire l'histoire de ce territoire et de ce pays aujourd'hui,
c'est qu'on est dans une zone qui est marquée, comme je l'ai dit, par des contacts multiples entre différentes zones d'influence au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais aussi par une mosaïque de populations extrêmement diverses jusqu'au XXe siècle. Je vous ai mis là, uniquement en guise d'exemple, la population de la Crimée, dont j'espère que vous arrivez à le voir, notamment le fait qu'une population, donc une carte ethnographique, comme on les appelle, en 1926, donc avant un certain nombre de bouleversements sur lesquels je vais revenir, et qui est assez représentative, au fond, de la mosaïque qu'on peut trouver dans d'autres régions de l'Ukraine. Avec donc en orange les populations russes, de nationalité russe, hein, en vert les populations tatars, donc généralement de confession musulmane, ou en tout cas qui ont été catégorisées initialement comme ça parce qu'elles étaient de confession musulmane, héritières, vous le voyez dans le nom, des populations qu'on considère être descendantes des Tatars, donc des Mongols des invasions du XIIIe siècle. Évidemment, la génétique est passée par là et a balayé tout ça d'un revers de main, mais voilà ce que les noms disent. Mais aussi d'autres minorités que vous voyez peut-être, alors difficilement cernables, notamment au cœur de la Crimée, qui étaient notamment des populations de colons agricoles allemands, de colons agricoles juifs, tout un tas de minorités, des Arméniens, des Bulgares, des Grecs, qui étaient tous, encore une fois, j'insiste, des citoyens soviétiques, et qui n'étaient pas des diasporas représentantes d'un État étranger, mais bel et bien qui faisaient partie de la grande mosaïque des populations du peuple soviétique. Sauf que cette mosaïque-là, telle qu'elle existe en Crimée, ces différentes couleurs, on ne les retrouve pas de la même façon dans toutes les régions. Et je pense que c'est un point important aussi, c'est que des minorités vont apparaître de façon plus ou moins visible selon les différentes régions, et notamment l'autre région principale où s'accumulent, si je puis dire, un certain nombre de minorités, c'est l'Ukraine occidentale. Les régions, alors aujourd'hui autour de Lviv, ou à l'extrême, disons, entre Lviv et Kiev, où habitait notamment une minorité qui était la principale minorité de l'Ukraine jusque dans les années 40, qui est la minorité juive. Puisque, et c'est là aussi, si je puis dire, un argument contre toute forme de réduction de la population ukrainienne à une forme de population monolithique slave et ukrainienne, c'est qu'elle est peuplée de minorités religieuses et nationales de façon très importante, les juifs représentant 8 à 9% de la population du territoire de l'Ukraine avant la Shoah, avant les années 40. On est donc, là encore, selon les différentes régions, sur différentes configurations de population, sachant que ces différentes diversités de population recouvrent en plus, généralement, se recoupent avec une forme de diversité sociale et économique. C'est-à-dire que, généralement, les différences nationales recoupent différentes attributions dans l'économie locale. Évidemment, le cas paradigmatique étant, là encore, me semble-t-il, la minorité juive qui était privée de possession de la terre, qui devait occuper un certain nombre d'emplois, et qui donc occupait essentiellement le secteur de l'artisanat, du commerce, des échanges, des intermédiaires, là où les populations ukrainiennes ou russes étaient généralement des populations paysannes, notamment en Ukraine centrale, et où les populations polonaises, très importantes aussi dans ces anciennes régions qui avaient été pendant longtemps sous domination polonaise, étaient souvent assimilées, même si elles n'occupaient pas uniquement ces postes-là, assimilées aux seigneurs polonais qui avaient possédé la terre jusqu'au XVIIIe siècle. Donc vous voyez des formes de superposition qui invitent à penser au fond, je vais le dire dans des termes qui parfois posent un peu problème aujourd'hui, mais à penser à l'intersection entre des appartenances ethniques, des fonctions économiques, et aussi évidemment des fonctions politiques, puisque tout un tas de ces populations sont privées, y compris à la période soviétique, d'actions politiques au profit, soit pendant la période impériale des populations russes, soit pendant la période soviétique d'un pouvoir autoritaire, qui a tendance à s'appuyer, lui, sur la majorité, donc à essayer de privilégier les populations ukrainiennes. Et je vais aller beaucoup plus vite que ce que je le fais actuellement. Donc, la question aussi, le problème qui, me semble-t-il, était posé, et qui s'est posé de façon accrue depuis 30 ans, y compris à l'historiographie savante, c'est celle de savoir si, y compris pendant le XXe siècle et pendant la période soviétique, l'Ukraine avait une histoire en propre. Est-ce qu'on a un certain nombre d'événements qui ne viennent, au fond, concerner que l'Ukraine et pas uniquement des espaces beaucoup plus larges, et notamment l'espace soviétique? Et pour aborder cette question, c'est notamment un événement majeur du XXe siècle ukrainien que je souhaiterais aborder très très vite, qui est celui de la famine qui va suivre la collectivisation en 1930. Famine qui porte le nom en Ukraine de Holodomor, donc meurtre par la faim, extermination par la faim, pourrait-on dire, ou grande famine de façon plus générale.
Sauf que cette famine qui suit la collectivisation, elle suit donc, je viens de le dire, la collectivisation, qui est une politique instaurée à l'échelle de la totalité de l'Union soviétique. Et vous le voyez sur cette carte qui essaye, alors j'espère qu'il est à peu près visible, qui essaye de faire le tour d'à peu près tous les problèmes alimentaires, comme on les qualifiait à l'époque, ou problèmes dans l'approvisionnement en Union soviétique, qu'au fond, la collectivisation va entraîner sur de très larges territoires des difficultés alimentaires pour les populations locales. Et c'est notamment le cas dans les régions de Sibérie occidentale, de la région de la Volga, la région du Kazakhstan, que vous voyez au bas de cette carte, qui est une immense région, et évidemment en Ukraine et dans la Russie du Sud, au nord du Caucase. Donc de très très vastes territoires qui sont frappés par des disettes sévères et par des problèmes d'approvisionnement suite à la collectivisation, qui va forcer, politique de collectivisation, décrétée par Staline et ses proches collaborateurs en 1929 et instaurée en 1930 notamment, qui va forcer les paysans à rejoindre des fermes collectives, des kolkhozes, et qui va désorganiser totalement l'économie paysanne et aboutir à notamment des disettes sévères, comme j'ai dit. Sauf que pourquoi les Ukrainiens qualifient cette séquence qui suit la collectivisation d'un nom spécifique qui n'est censé caractériser que la situation en Ukraine? C'est bel et bien parce qu'un certain nombre de traits particuliers s'appliquent à la grande famine telle qu'elle est vécue en Ukraine, notamment un versant spécifique qui va n'avoir lieu que là, qui est un versant proprement répressif, qui est donné par Staline et ses proches collaborateurs, notamment Kaganovitch et Molotov qui sont à la manœuvre à ce moment-là, qui vont aggraver délibérément, à partir de l'été 1932, la situation alimentaire en Ukraine et donc faire mourir plus largement les populations ukrainiennes. Et ces différences, ces particularités, on peut les trouver dès le début de la collectivisation par le fait que l'Ukraine, contrairement à d'autres régions, va se soulever très largement et tenter de résister très largement au pouvoir soviétique et à la collectivisation. La police politique soviétique, qui essaye de monitorer au plus près l'évolution de la situation, a recensé 14 000 incidents, comme elle les appelle, ou disons manifestations, émeutes, en Union soviétique suite à la collectivisation. 4 000 de ces 14 000 ont lieu dans le territoire de l'Ukraine. Territoire qui, encore une fois, que vous voyez à peine sur cette carte, à gauche de la carte. Pourtant, foyer très important de résistance dans un premier temps. Et c'est notamment en raison de ce foyer important de résistance que le pouvoir stalinien va décider d'aggraver, là encore délibérément, intentionnellement, la situation locale. Parce que notamment, Staline et ses proches collaborateurs ont peur d'une nouvelle sécession de l'Ukraine, telle qu'elle avait eu lieu en 1917, après la Révolution. Et c'est ça qu'on voit revenir en permanence dans les rapports. C'est au fond une surpolitisation de ce qui est pourtant, dans la majorité des cas, des formes d'émeutes de la faim, beaucoup plus que de grandes manifestations d'opposition politique. Il n'y a pas de mouvement politique en sous-main qui tenterait de coordonner ces différentes résistances. Bien au contraire, on est plutôt dans des formes de soulèvement face à une situation qui se détériore en l'espace de quelques mois. Autre aspect qui singularise l'Ukraine du reste des républiques soviétiques, c'est le refus de compromis, justement pour donner une leçon aux nationalistes ukrainiens, comme les qualifie Staline. Refus de compromis puisque les responsables ukrainiens, et notamment les responsables du parti, font remonter dès l'été 1932 les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. On a essayé de faire croire pendant longtemps que cette famine, on a essayé de la passer sous silence, notamment d'expliquer qu'il n'y avait pas de traces dans les archives, dans les sources, que tout cela n'était que de l'exagération. Depuis que les archives sont ouvertes, et notamment depuis qu'elles étaient ouvertes en Ukraine depuis le début des années 2000, on voit en réalité des archives qui sont pleines de centaines, de milliers de rapports qui tirent la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire dans le pays. Et y compris d'ailleurs au moment de la conférence du parti en juillet 1932, juste avant vraiment que le pays bascule dans la famine la plus totale. Au cours de cette conférence du parti, les responsables du parti, donc normalement les bolcheviks et les communistes les plus convaincus, essayent de passer une motion alertant le pouvoir central de la situation sur place. Ils vont être rappelés à l'ordre immédiatement par Kaganovitch, donc le second de Staline, qui va en profiter pour augmenter en plus les quotas de livraison demandés à l'Ukraine, c'est-à-dire pour, encore une fois, aggraver encore un peu plus la situation par des pratiques de ponction de la paysannerie. C'est le premier côté de l'aggravation délibérée de la famine à l'été 1932. L'autre côté va intervenir début 1933, alors que le pays est vraiment là à basculer dans la faim, notamment en instaurant deux mesures qui sont vraiment emblématiques de ce tournant répressif. La première, c'est ce qu'on appelle la loi des épis, qui au fond va
condamnés à plusieurs années, notamment de camps de travail forcé, donc les camps du goulag, toute personne qui serait prise en possession de la propriété socialiste, d'où son nom de loi des épis. C'est-à-dire, en réalité, tout un tas de paysans qui vont essayer de chaparder un peu de nourriture dans les champs, notamment la nuit. Et dès que ces paysans sont pris, ils sont généralement condamnés à 10 ans de camp. Donc une répression extrêmement féroce et vraiment destinée à cibler spécifiquement ces paysans qui tentent de survivre dans des zones affamées. Autre aspect, c'est ce qu'on appelle la pratique du tableau noir, qui a été notamment mis en place par Kaganovich, et qui va identifier un certain nombre de localités qui ne remplissent pas leur quota de livraison. Et pour les forcer à remplir les quotas de livraison, ces localités vont être inscrites donc au tableau noir, qui en réalité introduit la fermeture de tous les magasins, l'intervention de l'armée dans les campagnes pour essayer de trouver les vagues réserves qui pouvaient exister, et des mesures répressives, là encore avec déportation ou arrestation à la clé, accrues. Donc là, vraiment un tournant un tournant strictement répressif, organisé notamment par la police politique. Dernière particularité de cette famine qui suit la collectivisation en Ukraine et qui lui donne vraiment son tour ukrainien, c'est la double lecture nationale qui va être donnée à cet événement. Double lecture par les acteurs, les affamés eux-mêmes, qui vont blâmer Moscou de les avoir affamés. C'est ce qu'on retrouve notamment dans tous les témoignages, a fortiori depuis les années 90, c'est « Moscou nous affamait délibérément », une forme d'identification de l'auteur de la famine aux Russes, et même généralement au pouvoir du Kremlin. Mais une lecture nationale qui est aussi opérée par le pouvoir stalinien, qui va blâmer le nationalisme ukrainien en 1934 d'avoir, au fond, entravé cette collectivisation et d'avoir fait se dégrader la situation locale, qui a quand même entraîné 3,5 millions de morts en l'espace de 6 mois. Un taux de mortalité qui est identique à un taux de mortalité qu'on peut connaître au moment de la Shoah. Ce qui est quand même donc une surmortalité extrêmement importante. Donc, double lecture nationale, mais est-ce que cette particularité, on la retrouve aussi dans le nombre de morts? Et je pense que la réponse, là, pour le coup, est non. C'est-à-dire que 3,5 millions de morts, ça correspond à peu près à 12 à 13% de la population ukrainienne de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention, d'une part, d'exterminer toute la population ukrainienne, évidemment, mais en termes de proportion, ce n'est pas le taux le plus important en Union soviétique, puisque c'est 1/3 de la population kazakh, même s'il n'y a pas de tour répressif au Kazakhstan, 1/3 de la population kazakh qui décède suite à la collectivisation. Puisque notamment, les Kazakhs étant des éleveurs, sont sédentarisés de force et affamés par la destruction totale de leurs sources de nourriture du fait de la sédentarisation de force. Donc, 12 à 13%, on est à un taux de mortalité en proportion qui est à 1/3 de celui qu'a pu connaître le Kazakhstan. Par ailleurs, il y a aussi des variations régionales sur lesquelles j'aimerais brièvement passer. Vous le voyez, au fond, le cœur de la mortalité, en proportion, c'est le sud, mais en nombre, c'est l'Ukraine centrale. Donc vous avez des formes de disparité dans cette famine qui a connu l'Ukraine soviétique, qui par ailleurs a plus ou moins épargné très relativement l'ouest de l'Ukraine. Par ailleurs, on est dans les frontières avant 1945, si vous vous rappelez les cartes précédentes, et vous voyez bien que notamment tout ce qui est l'Ukraine occidentale aujourd'hui, qui fait partie de l'Ukraine, la région de Lviv, la région des Carpates, évidemment, n'est pas touchée par cette famine, qui pourtant est une des pierres angulaires de l'histoire ukrainienne, en tout cas telle qu'elle est présentée aujourd'hui en Ukraine. Donc là encore, c'est difficile de la considérer comme une partie de l'histoire de l'Ukraine dans sa totalité, si le phénomène n'a pas touché un certain nombre de régions. Et il s'agit bien, dans ce cas-là, me semble-t-il, de la régionaliser d'une certaine façon, cette histoire. Autre point, évidemment, extrêmement important dans l'histoire du XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale, et notamment un certain nombre d'images qui viennent très vite, alors d'autant plus depuis qu'on parle de dénazifier l'Ukraine, mais qui déjà auparavant, en réalité, venaient très vite à l'esprit dès lors qu'on évoquait la Seconde Guerre mondiale en Ukraine. C'était au fond celle d'une collaboration massive des Ukrainiens avec les occupants nazis. Je sais qu'il sera question notamment des manipulations et des discours sur l'histoire et de leur utilisation aujourd'hui, donc j'aimerais uniquement sur ce point-là rappeler un certain nombre de faits et notamment de chiffres. Puisque, notamment, la question qui se pose, c'est celle de la collaboration. Et cette question de la collaboration, je pense qu'il faut la prendre, il faut vraiment la voir de près et d'une part essayer de la replacer dans ses proportions. C'est environ 3 à 400 000 Ukrainiens qui se sont rendus coupables de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. 3 à 400 000.
En France, on estime, la France et l'Ukraine avaient à ce moment-là une population assez similaire. La France, on estime qu'aujourd'hui, c'est 2 à 300 000, peut-être dans les estimations les plus hautes, de collaborateurs. On est sur des proportions assez équivalentes. 300 à 400 000 en Ukraine, sachant que dans le même temps, c'est 1,7 million de citoyens de la République socialiste soviétique d'Ukraine qui meurent sous l'uniforme de l'armée rouge pour combattre le nazisme. C'est-à-dire que 4 fois plus d'Ukrainiens sont morts pour défaire l'Allemagne nazie et ses alliés, notamment sur ce front de l'Est qui, évidemment, emporte 26 millions de victimes au total en territoire soviétique. Donc, des proportions qu'il s'agit, voilà, donc phénomène extrêmement massif quand même, je souhaiterais y insister d'emblée, 3 à 400 000 collaborateurs, c'est énorme, mais évidemment qu'il s'agit aussi de ramener à sa juste proportion et aussi, par ailleurs, à ses différentes formes, puisque lorsqu'on pense à la collaboration, on a tout de suite en tête généralement ces nationalistes ukrainiens qui très tôt, dès les premières journées de l'occupation et de l'invasion, donc après le 22 juin 1941, vont se mettre au service de l'Allemagne nazie. Et vous le voyez sur cette photo qui est prise, alors je n'ai pas la date exacte, mais qui est prise en juin 1941, donc vraiment dans les tout premiers jours. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle condense à peu près tout, donc c'est pour ça que j'ai choisi. D'une part, au premier plan, vous avez une femme en costume traditionnel ukrainien qui est vraiment avec la couronne de fleurs et les broderies, la totale. À part dans les parcs d'attractions, aujourd'hui, on n'en voit plus des comme ça, qui est vraiment là pour symboliser l'Ukraine personnifiée, qui vient apporter des fleurs au nouvel occupant allemand. Un responsable civil local qui vient aussi saluer l'arrivée des Allemands. Et donc, il y a une forme de collaboration civile très importante avec une forme de maillage administratif qui va se mettre en place pendant la période de l'occupation. Mais aussi, je ne sais pas si vous le voyez, puisqu'il est un peu dans le fond, voilà, avec plus ou moins son uniforme, et vous le voyez notamment avec son brassard blanc, c'est-à-dire un certain nombre de milices nationalistes qui se mettent en place spontanément. Oui, il a plus ou moins une veste d'uniforme, voilà, au deuxième plan, disons, qui vont se mettre spontanément au service de l'occupant dès les premiers jours. Et c'est là quand même un phénomène aussi qu'on va retrouver, et là encore, j'ai comparé avec la France, mais je pense qu'il faut aussi comparer avec les autres anciennes républiques soviétiques. C'est un phénomène qu'on trouve dans tous les territoires soviétiques qui sont envahis en juin 1941 par les Allemands. C'est notamment le cas dans tous les pays baltes. Vous avez ces militants nationalistes locaux qui vont tenter de profiter de l'invasion pour pousser leur agenda politique, et notamment en Ukraine, pour essayer de revendiquer une nouvelle indépendance de l'Ukraine, dont l'Ukraine est privée depuis 1922, disons, une nouvelle indépendance, évidemment, dans l'orbite du Reich allemand et de ses alliés. Il ne s'agit pas, évidemment, d'une Ukraine sans contenu politique. Donc des mouvements nationalistes qu'on pourrait, en tout cas, qu'un certain nombre d'historiens assimilent à des courants fascistes ou fascisants, tels qu'on peut les connaître en Europe centrale et en Europe orientale, pensez notamment à la Roumanie voisine, mais qui, en même temps, revendiquent une forme d'autonomie politique. Autonomie qui va leur être déniée dès la fin du mois de juillet 1941. C'est là aussi une des particularités de cette Seconde Guerre mondiale en Ukraine, c'est qu'au fond, cette collaboration, et notamment cette collaboration assez démonstrative des premiers jours, elle fait long feu. Et en quelques semaines, finalement, ces militants nationalistes ukrainiens soit vont se mettre au service de l'occupant sous uniforme allemand, notamment dans des divisions SS et des bataillons de supplétifs qui vont participer massivement à l'extermination des Juifs en territoire de l'Ukraine soviétique, soit faire sécession d'une certaine façon de cette collaboration pour constituer des mouvements nationalistes autonomes, et notamment une armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA, dès la fin 1942, qui va se rendre coupable de pratiques, disons, qui relèvent, en tout cas, qu'on peut qualifier, me semble-t-il, de nettoyage ethnique, notamment dans les régions de Galicie orientale et de Volhynie, donc dans le quart nord-ouest de l'Ukraine. Donc là aussi, une forme d'histoire particulière qui tient aussi à la configuration de la collaboration et du développement de la Seconde Guerre mondiale dans le territoire de l'Ukraine. J'aurais souhaité aborder très brièvement le fait que c'est aussi une histoire spécifique du fait de la Shoah, mais je n'ai pas le temps. Parce que l'Ukraine est, pour le dire d'un mot, vraiment le moment, disons, le lieu où s'élabore la politique d'extermination des Juifs soviétiques dans un premier temps et des Juifs d'Europe, avec, dès les premiers jours, des massacres de masse, et à partir de septembre 1941, sur le territoire de l'Ukraine, qui est vraiment le laboratoire de cette politique-là, l'extermination des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards juifs, notamment à Kiev, fin septembre 1941, puis très rapidement sur tout le territoire, pratique qui sera généralisée ensuite à l'ensemble des territoires soviétiques, avant d'être généralisée à l'ensemble de l'Europe. Mais bon, si vous avez des questions, j'y reviendrai avec plaisir. Je sais pas si vous
qu'à le dire. Néanmoins, le point que j'aimerais souligner pour conclure, c'est quand même vraiment que la Seconde Guerre mondiale a marqué un point pivot dans l'histoire de l'Ukraine et qu'il est impossible de comprendre notamment la configuration qu'a l'Ukraine aujourd'hui si on ne prend pas en compte cette période. Je prêche évidemment pour ma paroisse, mais en 1945, l'Ukraine sort vraiment métamorphosée de la Seconde Guerre mondiale. Métamorphosée d'une part du point de vue de ses frontières, puisque comme j'ai tenté de vous le montrer tout à l'heure, notamment l'Ukraine occidentale est annexée définitivement à l'Ukraine soviétique, évidemment, en 1945, après une première tentative d'annexion suite au pacte Molotov-Ribbentrop en 1939. Donc l'Ukraine, dans ses frontières actuelles, ou en tout cas quasiment, naît de cette Seconde Guerre mondiale. L'autre point, c'est évidemment un point politique. La Seconde Guerre mondiale va être vraiment le creuset de ce qu'on appelle, à partir de ce moment-là, le peuple soviétique, qui a enduré la Grande Guerre patriotique, beaucoup de guillemets à toutes ces expressions. C'est-à-dire qu'au fond, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans ces territoires occupés, va servir de nouveau ciment à la société ukrainienne et soviétique dans son ensemble. Mais dans le même temps, notamment à travers la constitution de cette armée insurrectionnelle ukrainienne et cette brève fenêtre pour les nationalistes ukrainiens, pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, une forme de nationalisme ukrainien qui va continuer à vivre en diaspora, extrêmement vif, extrêmement anti-soviétique, mais avec une forme d'autonomie, là encore, dans les différentes diasporas nationalistes, telles qu'on a pu les connaître de par le monde pendant la seconde moitié du XXe siècle. Évidemment aussi, une Ukraine qui sera métamorphosée du point de vue de sa population. 5 millions de morts sur le territoire de l'Ukraine soviétique. 5 millions sur une population de 40 millions initialement. Sur ces 5 millions, environ 1 million, 1,2 million de juifs. Donc c'est là aussi un point qui est important à souligner lorsqu'on évoque notamment la question de la concurrence des mémoires entre la Shoah et différents moments de violence de masse. L'extermination des juifs d'Europe et l'extermination des juifs en Ukraine n'est qu'un volet des violences perpétrées contre les populations civiles qui vont mourir par millions, y compris lorsqu'elles ne sont pas exterminées spécifiquement sur des critères raciaux, avec beaucoup de guillemets. Par ailleurs, la population change énormément, puisque suite à la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir stalinien, avec l'assentiment des pouvoirs occidentaux, notamment à Yalta, va orchestrer une vague recomposition des populations en Europe de l'Est et en Ukraine en particulier. J'ai essayé de le souligner tout à l'heure, la présence de minorités ethniques était vraiment un des traits caractéristiques de la République soviétique d'Ukraine et du pays. À partir de la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir stalinien va essayer d'homogénéiser et de faire coïncider justement ces nouvelles frontières et les populations. Les minorités principales, c'est-à-dire la minorité juive, a été exterminée par la Shoah. La minorité polonaise va être transférée, avec beaucoup de guillemets, parfois dans des conditions assez déplorables, vers la Pologne qui bascule dans le bloc de l'Est à ce moment-là, tandis que les minorités ukrainiennes de Pologne sont, elles, déportées vers l'Ukraine soviétique pour éviter ces régions de flottement d'un point de vue ethnique. Les populations allemandes, que je vous ai présentées très brièvement tout à l'heure avec la Crimée, vont être déportées vers l'Allemagne, là pour le coup dans des conditions extrêmement brutales. Et toutes les minorités qui, là encore, je vous l'ai montré avec l'exemple de la Crimée, mais qui peuplaient la totalité du pourtour de la mer Noire, les populations grecques, arméniennes, bulgares, etc., vont être déportées, ou en tout cas vont être très fortement poussées vers la sortie, pas toujours dans les cadres de déportation, parfois avec des incitations extrêmement brutales, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, dernier point, c'est celui des Tatars de Crimée, que là encore je vous ai présenté très brièvement, qui peuplaient massivement la péninsule de Crimée, vont être accusés d'avoir collaboré massivement avec l'occupant allemand. Si on regarde les chiffres, en réalité, on est sur des taux de collaboration qui sont équivalents à ceux des populations ukrainiennes dans le reste du pays. Néanmoins, ils vont être accusés d'avoir collaboré massivement, et donc Staline va appliquer une culpabilité collective à la totalité du peuple tatar. Et toute la population tatare, hommes, femmes, enfants, quel que soit leur comportement pour la Seconde Guerre mondiale, vont être déportés vers l'Asie centrale en 1944. Ce qui participe de ce qu'on appelle les peuples punis, qui sont une série de peuples qui vont être, sur les mêmes bases d'accusation de collaboration, déportés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc au fond, l'Ukraine sort de la Seconde Guerre mondiale quasiment homogénéisée ethniquement. Il reste essentiellement deux populations, une population ukrainienne, extrêmement majoritaire, et une population russe, qui peuple notamment les grandes villes d'Ukraine et l'est du pays. Et vous retrouvez à ce moment-là la configuration qu'on connaît au fond aujourd'hui. La différence étant qu'à partir du début des années 2000, la catégorie de nationalité que
que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure, a plus ou moins disparu en Ukraine. On ne l'utilise plus, et en tout cas on ne l'utilise plus pour catégoriser les populations et notamment pour organiser les politiques publiques. La catégorie d'une certaine façon qui va venir supplanter cette catégorie de nationalité, c'est celle de langue natale. Beaucoup plus fluide, puisqu'elle est sur une base autodéclarative, mais malgré tout, on voit que cette langue natale va continuer d'une certaine façon à présenter une Ukraine avec notamment des populations russophones, telles qu'on les présente aujourd'hui, notamment dans l'est du pays, mais aussi pendant longtemps dans les grandes villes. Et Kiev a été pendant longtemps une grande ville russophone, en tout cas du point de vue des déclarations, avant, au fond, une forme de bascule à partir des années 90 et notamment des années 2000, où les populations, et notamment les populations les plus jeunes, vont se déclarer ukrainophones. Je saute à la conclusion, parce que je vois Emilia qui s'impatiente et que j'ai déjà tenu trop longtemps. J'aimerais juste rassembler un certain nombre d'éléments que j'ai essayé d'évoquer trop brièvement, je vous prie de m'en excuser, ce soir. Au fond, écrire l'histoire de l'Ukraine aujourd'hui, c'est essayer de tenir ensemble différentes exigences qu'il est difficile parfois de tenir et qu'en tout cas un certain nombre d'historiographies, notamment en Europe, ne tiennent pas toujours. D'éviter le nationalisme méthodologique pour essayer notamment de faire la place à toutes ces minorités que j'ai tenté d'évoquer au fur et à mesure de ma présentation ce soir. Au fond, il est impossible aujourd'hui, et je pense que ça sera encore plus vrai lorsque vous aborderez les questions de la littérature lorsqu'il s'agit de décrire l'Ukraine. Les grands écrivains ukrainiens en termes d'appartenance s'appellent Gogol, écrivant en russe, Taras Shevchenko, évidemment, écrivant en ukrainien, Sholem Aleichem, écrivant en yiddish. Vous aurez de la même façon des écrivains en allemand. Josef Roth est né en Galicie et écrivait en allemand. Vous avez, voilà, des écrivains polonais, etc. Et tout ça participe de la constitution d'une culture spécifique de l'Ukraine. Notamment, un autre point que j'aimerais souligner, c'est la nécessité d'avoir plusieurs focales et d'éviter de rentrer notamment dans un face-à-face ukraino-russe qui est aujourd'hui, me semble-t-il, particulièrement mortifère lorsqu'on aborde la question de l'histoire de ce pays. Focale parfois régionale, j'ai essayé de contraster un certain nombre de moments différentes régions, mais aussi évidemment une focale qui parfois constitue la totalité de l'Ukraine, notamment dans les grands moments politiques en 1917, mais évidemment on pourrait aboutir aujourd'hui à 2004 avec la Révolution orange ou à 2014 avec le Maïdan, qui sont vraiment des moments où l'Ukraine, comme entité politique, essaye de se souder, ou en tout cas est agitée par des courants politiques qui tentent de l'unir, mais aussi une perspective comparatiste. J'ai essayé de le faire avec la question de la collaboration. Je pense qu'il serait important, et j'essaie de plaider ça avec les collègues, d'essayer d'inclure l'Ukraine dans des formes de comparaison systématiques sur des phénomènes qui sont finalement bien connus, mais qui peuvent pouvoir aujourd'hui encore poser problème. C'était le cas de la question de la collaboration qui vient tout de suite dans les discussions généralement, mais qui, lorsqu'on la compare aux autres pays d'Europe, finalement fait de l'Ukraine un tableau un peu plus banal, me semble-t-il, que ce que parfois on peut présenter. Et je vous remercie pour votre attention et je vais m'arrêter là. Voilà, vous nous faites signe et je passe avec le micro pour rebondir sur la présentation de M. Chopard. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des premières questions ? Merci pour cette belle présentation qui nous éclaircit pas mal de domaines. Je vais rapidement poser ma question pour rappeler que les Franco-Britanniques sont allés en Crimée pour défendre le pays contre les appétits russes en 1853. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette éternelle histoire d'invasion? Mais à l'époque, on était présents là-bas. Le rapport, il est au fond d'essayer de priver l'Empire russe à ce moment-là. Alors l'Ukraine passe vraiment, et notamment l'autonomie de la Crimée, est plus qu'au dernier plan. De ces questions-là qui sont vraiment de la géopolitique des grands empires européens, c'est d'essayer de priver la Russie de cette ouverture sur la mer Noire et sur la Méditerranée, qui représente la Crimée, qui est quand même une avancée de 200 km dans la mer, et qui est, depuis notamment les colonies grecques sur le pont, comme on les appelle, c'est-à-dire quelque chose qui remonte à moins 300, moins 400 avant notre ère, qui étaient des lieux importants de plateformes, là encore, au carrefour de différentes routes commerciales et qui permettaient une sortie, notamment vers la Méditerranée, mais aussi, au fond, vers l'Anatolie et vers d'autres zones d'influence. Donc là, pour le coup, c'est essentiellement de l'impérialisme aussi. Ça sonne très marxiste orthodoxe, ce que je viens de dire, mais c'est essentiellement des impérialismes européens qui s'affrontent au moment de la Crimée, beaucoup plus, au fond, qu'une histoire qui serait en propre. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, j'attendais des petites choses par rapport aux centrales nucléaires et en fait à Tchernobyl.
Et j'ai souvenir à Tchernobyl, et puis peut-être à la prise de la centrale de Zaporijjia. Et du coup, je voulais savoir, j'avais entendu dire qu'au moment où les soviétiques ont essayé de faire cette zone autour de Tchernobyl, on a enseveli des villages. Et à ce moment-là, les Ukrainiens disaient mais c'est pire que les nazis, enfin c'est pire que l'époque des Allemands où il y a eu des tas de massacres apparemment dans la région et il y a des villages qui ont été aussi complètement exterminés. Du coup, voilà, j'essayais de raccrocher ces petits éléments d'histoire que j'ai au tableau que vous nous avez, à la toile que vous nous avez tissée. Et je n'arrive pas exactement à placer les éléments. Vous soulevez beaucoup de questions. La première, je vais le faire vraiment par ordre chronologique simple, c'est la question des villages brûlés, tels que vous l'évoquez, au moment de l'occupation allemande, correspond à des pratiques répressives opposées par les Allemands aux populations locales, notamment paysannes, alors essentiellement en Biélorussie, mais aussi dans le nord de l'Ukraine, où des populations paysannes qui étaient accusées de soutenir les partisans, les villages ont été incendiés délibérément et généralement les populations exécutées sur place par les Allemands au cours de grandes entreprises de pacification extrêmement brutales. D'où ces chiffres hallucinants de mortalité en Ukraine, y compris pour les populations non juives. La Biélorussie ayant perdu 25% de sa population au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment en raison de ces pratiques répressives. Mais pour la question de Tchernobyl, alors j'ai hésité à en parler, mais voilà, il fallait choisir. Et puis je me sens moins compétent sur Tchernobyl que sur le reste, mais néanmoins j'aimerais souligner plusieurs aspects. Notamment sur cette question des centrales nucléaires, l'Union soviétique a été le premier pays à mettre en place un programme nucléaire civil pour essayer aussi d'une part évidemment de favoriser sa recherche du nucléaire de façon générale et du nucléaire militaire en particulier. Mais c'est en Union soviétique qu'on a pu voir ces premières grandes centrales, la centrale de Tchernobyl étant la grande centrale qui alimente Kiev, de fait. Elle est à un peu moins de 5 km au nord. Donc, c'était un grand programme industriel et la catastrophe de Tchernobyl d'avril 1986 a vraiment été un des tournants dans la perestroïka en Ukraine. C'était un des éléments que j'aurais pu inclure dans ces moments où l'Ukraine a une histoire en propre. Et alors qu'on le sait aujourd'hui, la plupart des morts de la catastrophe ont eu lieu au Bélarus, qui est juste au nord, de l'autre côté de la frontière, où les retombées radioactives ont été plus importantes. Mais la crise politique qui a suivi cet accident nucléaire a surtout eu lieu en Ukraine et a été vraiment un moment où le pouvoir a délibérément menti et caché la gravité de la situation. L'accident a lieu le 26 avril, je crois. Les cérémonies du 1er mai sont maintenues. Et toute la population de Kiev, notamment, va respirer les retombées radioactives le 1er mai dans les jours qui suivent. Donc ce moment a vraiment été un moment qui a singularisé la perestroïka dans l'Ukraine soviétique par rapport au grand mouvement de perestroïka dans le reste du pays. Pour ce qui est de la question des villages, des villages engloutis, généralement ils sont qualifiés de villages abandonnés puisque, en dépit du mensonge sur la gravité de la situation, et c'est là où l'hiatus a été particulièrement important, le pouvoir a décidé de vider une zone entière, qui est aujourd'hui encore la zone interdite, qui est encore officiellement interdite aux habitants, donc une vaste zone autour de la centrale de Tchernobyl, d'où les villages ont été de fait expulsés, et généralement relocalisés dans des conditions extrêmement compliquées. D'où le fait qu'il y a eu aussi ce sentiment d'abandon politique, de mensonge dans un premier temps, mais d'abandon politique et d'inefficacité du pouvoir politique de la République ukrainienne, qui avait gagné une forme d'autonomie au cours des années passées. Donc voilà, une forme de discrédit total du fait de cette catastrophe nucléaire. Monsieur, il y avait une question ? Oui, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des russophones qui se sentent maintenant totalement ukrainiens et qui rejettent complètement l'action de la Russie et qui ne l'étaient pas avant? Ouais. Encore une question importante. Alors, un premier point qu'il faut souligner, c'est d'une part qu'on est dans un pays qui est aujourd'hui encore essentiellement bilingue. 90% de la population, 90%, c'est gigantesque, prétend être bilingue. Elle a une langue natale et parfois favorise l'ukrainien ou le russe, mais 90% de la population se considère bilingue ukrainien-russe, ce qui est quand même un taux extraordinaire. Donc, russophone, qu'est-ce qu'on entend par russophone? Il faut voir que les gens se catégorisent
russophones ou ukrainophones, selon le contexte politique, mais aussi pour des questions assez bêtes de stratégie scolaire. Que vous soyez ukrainophone ou russophone, vous irez dans des classes différentes et dans des universités différentes. Donc il faut aussi, là encore, normaliser ces questions-là qui sont ultra politisées. Il y a aussi des tactiques très simples de savoir où est-ce que vous allez vivre et dans quelle école vous allez mettre vos enfants ou vous allez faire vos études. Mais pour ce qui est de la question de savoir si des russophones pro-ukrainiens, pour le dire comme ça, évidemment, et notamment depuis 2014, je pense. Le moment du Maïdan, qui ne se limite pas à la place de l'indépendance à Kiev, mais qui est un mouvement politique dans tout le pays, a aussi touché les régions massivement russophones, majoritairement russophones. Et on a une forme de recomposition du corps politique au moment de 2014 et du Maïdan, qui a fait que des populations qui ne se sentaient pas nécessairement à ce moment-là, en tout cas ne soutenaient pas de la même façon un sentiment national ukrainien, je ne sais pas comment le dire, en tout cas voilà, un pro-ukrainisme, se sont retrouvés, notamment du fait de l'annexion de la Crimée dans les mois qui ont suivi et de l'invasion russe, à se ranger du côté du pouvoir de Kiev, d'un sentiment national ukrainien, en dépit du fait qu'ils étaient russophones, et même d'ailleurs souvent en réclamant le fait qu'ils étaient russophones et que l'Ukraine se caractérisait, comme j'ai tenté de le montrer aujourd'hui, par cette forme de pluralisme linguistique, culturel, religieux, etc. Donc d'essayer de présenter cette pluralité comme une force et comme un trait caractéristique contre la Russie, présentée comme un agresseur. Et aujourd'hui, si vous allez à Kharkiv, grande ville russophone de l'Est du pays, vous avez essentiellement des manifestations de soutien. Alors, bon, plus maintenant, parce que maintenant, ils sont sous les bombes. Mais vous aviez, au moment du Maïdan, un certain nombre de manifestations de soutien au mouvement révolutionnaire qui était en cours. Avec des tensions, avec des débats, mais qui participaient justement de ces tensions et de ces débats, qui a été le moment du Maïdan, qui était loin d'avoir été monolithique ou univoque d'un point de vue politique. Il nous reste le temps brièvement pour une dernière question. Merci. Alors, ça fait toujours plaisir d'entendre un chercheur, historien passionné par son sujet. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Mais en même temps, je vais venir sur 4 autres points qui n'ont pas été évoqués et qui me semblent aussi importants. Le premier, par rapport au cursus historique que vous avez fait et qui a conditionné aussi toute l'évolution des rapports Est-Ouest, c'est la rupture entre l'Église de Constantinople et de Rome. C'est qui a entraîné des divergences de vues qui sont concrétisées aussi en Orient par des influences, voire des conflits entre les patriarcats orthodoxes. Bon, je m'arrête là parce que c'est un vaste sujet, surtout dans cette honorable maison où il y a 2 facultés compétentes. Bon, je ne vais pas poursuivre là-dessus. La deuxième remarque, ça porte sur un autre point qui n'a pas été... Vous ne l'avez pas mentionné, même si vous avez fait parfois des allusions à la géopolitique, mais la géopolitique, elle portait sur le nord et pas sur le sud. Et notamment, quand on voit tous les problèmes qu'il y avait, et dans la suite de ce que je viens de dire par rapport à ma remarque, par rapport à l'Empire ottoman quand il a été constitué. Et je pense notamment, 170 ans en arrière, à la guerre de Crimée, dans lesquelles même les États... le Royaume-Uni et la France se sont engagés avec la Russie contre les Turcs. C'est bien ça, hein? Bon, alors je dis ça aussi parce que c'est un élément important sur le plan géopolitique avec tout ce qui s'est ensuivi, et je ne vais pas poursuivre, mais c'est un vaste sujet qui montre que la région a été plus ou moins enviée par d'autres États. Bref, ça c'est la deuxième. Non, je vais faire la troisième. Vous avez fait une allusion, et ça je ne pouvais pas ne pas la faire étant en Alsace, par rapport aux collaborateurs, pardon, que vous avez dit, et surtout ceux qui se sont engagés avec les nazis. Moi j'ai toujours entendu, et j'ai eu des échos, comme quoi en Ukraine, il y avait aussi déjà des malgré nous, ou des incorporés de force. Alors, vos joues se gonflent, d'accord. Mais je veux dire, c'est aussi une réalité qu'on ne saurait oublier, qui montre aussi des problèmes réels. Et ensuite, par rapport au sujet abordé, et c'est vrai qu'il y a plus de 100 ans maintenant, l'expression a été employée, mais qui, dans les réalités observables sur le plan mondial et régional, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Qu'en est-il en Ukraine ? Je ne vais pas plus loin, mais je veux dire, qu'en a-t-il été en Yougoslavie? Qu'en a-t-il été en Afrique, où on a finalement quand même créé de nouveaux États en fonction des minorités reconnues, établies? Je m'arrête là. Merci de votre réponse.
1 minute top chrono. Top chrono. Allez, sur la question de la rupture entre des différents patriarcats, je ne vais pas aller dans le détail. Parce que je préfère plutôt, parce que j'ai parfois mais ça me regarde, certains problèmes avec l'histoire religieuse qui a tendance à oublier les affrontements politiques et sociaux. On a l'avantage en Ukraine, et je l'ai présenté sous l'aspect politique, au fond, entre l'opposition entre la Pologne et la Russie, qui est une opposition entre une Pologne essentiellement catholique et une Russie orthodoxe, mais on pourrait aussi l'analyser d'un point de vue, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui d'ailleurs toujours, comme des zones d'affrontement entre différentes autorités religieuses. On est dans des époques où de toute façon il ne faut pas distinguer autorité religieuse et autorité politique. Donc effectivement on peut le présenter d'une façon ou d'une autre. Mon côté politique a pris le dessus, mais vous avez tout à fait raison. La question de la géopolitique au sud, au fond, l'Empire ottoman est peut-être dans l'historiographie générale l'angle mort, le plus mort des angles morts qu'on puisse avoir. En dépit de l'affrontement parfois extrêmement féroce au Caucase ou au moment de la guerre de Crimée entre les puissances européennes et l'Empire ottoman, c'est quelque chose qui est assez peu pris en compte. Et lorsqu'il s'agit de géopolitique, au fond, on envisage essentiellement la question des sorties commerciales et de la Méditerranée comme sortie commerciale, beaucoup plus que comme un affrontement politique. Mais là, j'ai des limites de compétences, je dois vous l'avouer, et donc je ne pourrais pas aller au-delà. Pour ce qui est des collaborateurs, alors, l'historiographie est aussi revenue sur cette notion des malgré nous en Alsace, donc c'est pour ça que je ne l'emploie pas, parce que c'est une catégorie mémorielle, comme on dit, beaucoup plus qu'historiographique. Mais ce que cette catégorie recouvre, c'est aussi des populations qui se sont mises au service de l'occupant, ou des Allemands, non pas tant pour des raisons politiques, et c'est le cas en Ukraine. J'ai montré ces cas de collaborateurs vraiment zélés du début, mais la plupart des supplétifs sont de très mauvais nazis en réalité, et se mettent au service de l'occupant essentiellement parce que collaborer assure de la nourriture, une forme de protection dans un territoire qui est à feu et à sang dès 1941. Et on a ces deux côtés qu'il s'agit bien de prendre en compte entre une collaboration active et une collaboration, disons, de compromission pour des questions matérielles. Pour ce qui est du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, grand principe, proclamé à plusieurs reprises, jamais vu en Ukraine, pour le dire très simplement. Voilà. Si, un seul point sur lequel j'aimerais insister, il a été d'une certaine façon détourné par les soviétiques, en tout cas mis à la sauce soviétique, à travers cette volonté de reconnaître des républiques spécifiques au sein de l'Union soviétique, notamment une république socialiste soviétique ukrainienne. Lorsqu'on dit droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans ces régions-là, il faut voir que ça n'a pas nécessairement l'acceptation qu'on lui donne, notamment après la conférence de la paix de Paris et Wilson, comme on dit. Et donc, il y a des acceptations multiples, y compris à ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à se structurer d'un point de vue politique. Merci beaucoup à Thomas Chopard pour sa brillante conférence et ses réponses très éclairantes. Merci aussi au Jardin des Sciences qui a organisé cette première séquence. Et puis deux conclusions. La prochaine fois, on va prévoir un peu plus de temps pour les questions et les réponses. Et puis, on va peut-être organiser une série de conférences sur l'histoire de l'Ukraine, puisque visiblement, ça suscite beaucoup de questions. Voilà. Merci à vous tous et merci encore à Thomas Chopard.